Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je suis Moussa Diawara, votre présentateur, et vous nous suivez. L'émission, c'est Rétrospective de la semaine. Au titre, nous allons parler du Burundi, là où il y a eu l'assassinat d'un leader politique au Burundi. Nous allons parler du passation de service entre l'ancien sortant Goodluck Jonathan au Nigeria et l'entrant Baourou. Nous allons parler des faits divers. On ira au Mali où la situation continue de sans salir. On parlera de la situation de Thione Seck au Sénégal. Et pour terminer, sur la page sportive, un peu de page sportive aujourd'hui, on parlera aussi de l'élection, la réélection du président Blatter au FIFA. Et pour parler de tout ça, dans mon studio, j'ai avec moi, comme toujours, M. Yves Kenao. Bonsoir, M. Yves. Moussa, bonsoir. Merci de m'avoir fait le plaisir d'être ici ce soir. Oh non, je te remercie de m'avoir invité. Merci, merci. Nous avons cette situation au Burundi où les élections à venir sont émaillées déjà d'hostilité, si je peux le dire ainsi. La semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'assassinat d'un leader politique au Burundi devant sa porte. Son nom, c'est Zidi Furu. Son enterrement était le dimanche passé. Il a été enterré par une foule très nombreuse. Maintenant, le problème qui se pose, l'opposition avait l'Union United Nations avec eux. Ils étaient en train de négocier avec les pouvoirs en place avant l'arrivée des élections. Mais est-ce que cet assassinat de ce vaillant leader de l'opposition ne va pas créer des problèmes pour la suite des événements? Ok, Moussa, bonsoir. Et je suis très content d'être ici pour discuter de ce sujet. Merci. Vous savez, le problème burundais commence par s'enliser. Ok. Profondément. Profondément, oui. Parce que d'un coup d'État, on arrive à l'assassinat d'un leader politique durant la même période où la tension règne à haut niveau au Burundi. Oui. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que c'est cet assassinat qui intervient à ce moment crucial de l'histoire du Burundi ne fait que compliquer encore une fois la situation. Les élections ne peuvent pas se dérouler déjà sous cette tension. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si l'opposition l'emportait maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'opposition n'a même pas encore gagné et des leaders de l'opposition meurent. S'il arrivait que l'opposition gagne les élections, qu'est-ce qui va se passer alors? Ou le président sortant, qui selon la Constitution ne devrait pas briguer un autre mandat et qui force à le briguer, si celui-là gagne, que deviendra alors les opposants qui se sont opposés à lui? Est-ce que tu ne penses pas que cela pose une problématique des élections en Afrique? Parce que à ce que nous assistons, chaque fois qu'il y a un président élu pour 2 termes, après les 2 mandats, ce même président, on a l'impression qu'il a tendance de s'accrocher au pouvoir pour briguer un 3e mandat. Est-ce que ça ne pose pas la problématique des élections en Afrique? Vous savez, j'ai l'impression que beaucoup d'observateurs politiques africains n'observent pas ce qui se passe politiquement en Afrique. Ça, je peux le dire sur ces antennes. Et je tiens à témoin, je demande à quiconque qui se dit un véritable expert politique africain de me dire pourquoi il y a toujours problème avec ces chefs d'État qui parlent de 3e mandat ou de remodification de leur constitution. Si vraiment les gens suivent la politique africaine comme ils le disent, ou soit se disant les professeurs ou les gens diplômés en sciences politiques, qu'ils me disent exactement quel est le nœud. Et moi, je vais vous dire ici sur Tempo Afrique TV, et ça c'est l'exclusivité
dans l'émission Retour perspective de la semaine de Moussa, que le problème des élections en Afrique, et surtout de ces chefs d'État-là, qui cherchent à se reconduire pour un 3e mandat, voire un 4e, c'est justement parce que ceux qui les placent à la tête, et quand je dis ceux qui les placent, moi j'ai toujours dit, et je le répète, et je le soutiens, et je vais le prouver à quiconque voudrait, que les chefs d'État africains ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Ils sont des fonctionnaires d'État. Et quiconque vous engage, quiconque, comme on le dit en anglais ici, vous hire, il a des responsabilités que vous devez accomplir. Vous avez des goals à atteindre. Vous avez une certaine quantité de productivité à donner. Des objectifs que vous devez atteindre. Moi, j'appelle ça productivité. Okay. Ce sont des goals. Comme on dit, on t'a établi que durant cette journée, c'est ce que tu dois faire. Donc, eux, durant un mandat, c'est ce qu'ils doivent faire. Tant que ce n'est pas accompli, ils ne partiront pas. Tant qu'ils sont en train d'évoluer sur la bonne voie de celui-là qui les a engagés, ils continueront. Et pour justifier cela, les experts de ces employeurs, si je peux les appeler ainsi, les experts de ces employeurs ont fait les études. Et je te disais au début que les gens ne savent pas pourquoi le problème se pose. Imaginez-vous, ou bien faites la remarque, tous les présidents qui cherchent à briguer le 3e mandat, la raison juridique qu'ils évoquent, c'est quoi? J'ai pris le pouvoir au milieu d'un mandat. Donc forcément, il faut y faire un 3e mandat. Ce n'est plus un mandat. Juridiquement, ce n'est pas un mandat. Vous voyez? Donc, sur ce plan juridique, le président burundais a raison. Qu'il est arrivé au milieu. Mais que dit la constitution burundaise sur le statut d'un 3e mandat? Non, voilà. C'est là que je vous prends. Du président. C'est là que je vous prends un mot. Il n'y a pas encore un 3e mandat. Oui, mais puisqu'il y a déjà des violences, et les violences, c'est pour quelle raison? C'est pour la simple raison que le président veut briguer un 3e mandat. Je vous explique votre question. Oui. Vous demandez quelle est la problématique de ces histoires de 3e mandat. Effectivement. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de 3e mandat. Vous ne comprenez pas. Mais et pourtant, ce n'est pas que je ne comprends pas. Je comprends très bien. Mais encore une fois de plus, faut-il encore rephraser ma question? Parce que pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui sur Tempo Afrique TV? C'est parce que tout simplement, il y a des manifestations post-électorales déjà au Burundi. Il y a eu des assassinats des leaders de la gauche. La population souffre dans son chair. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le président actuel aurait voulu se présenter pour un 3e mandat. C'est ce qui pose la problématique. Mais que dit la constitution burundaise? La constitution burundaise dit que le président est élu pour un mandat de, je ne sais plus, de 4 ou 5 ans, renouvelable une fois. Ok. Vous comprenez? Je vous comprends. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le pouvoir en 2015, en 2020, c'est votre premier mandat, votre premier... Oui, votre premier mandat arrive à expiration. Oui. Donc vous ne pouvez que briguer encore 5 ans. Que vous soyez bon ou mauvais. Vous briguez 5 ans, ce qui va vous amener au 2e mandat. Au 2e mandat. Et à la fin du 2e mandat, vous partez. Vous partez. Mais le problème, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. Que l'expert politique africain n'essaie pas de voir. Tous ces présidents-là arrivent au milieu d'un mandat. Ok. Donc quand vous arrivez au milieu d'un mandat, eux ils disent juridiquement que ce n'est pas un mandat. Comment vous allez qualifier ce mandat? Si c'est 5 ans, vous arrivez à 2 ans et demi. Comment vous allez qualifier ça? Un mandat? Donc la compréhension, pour mieux éclairer nos auditeurs, nos téléspectateurs, ça veut dire que quand vous commencez au milieu d'un mandat, ce mandat, vous la finissez, mais ce n'est pas un mandat. Comme un mandat. C'est pas un mandat.
Donc il faut forcément maintenant... Maintenant, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi ils n'arrivent pas au début ou bien ils n'arrivent pas à 1 an de la fin d'un mandat. Non. Jamais. Aucun d'entre eux n'est arrivé à 1 an. Ils arrivent toujours 2 ans ou 2 ans et demi. Et comme ça, ils justifient qu'ils étaient en train de faire soi-disant, je continuais les affaires courantes. Du précédent, de mon prédécesseur. Oui. Donc, bon, la question qui se pose, c'est la même chose. Supposons que dans la constitution d'un pays, on dit qu'en cas de vacances de pouvoir du président, supposons qu'on dit que c'est le président de l'Assemblée qui doit assumer les intérims. Jusqu'aux prochaines élections. Oui, oui. Vous allez appeler ça un mandat? Non, le président de l'Assemblée est en train de finir le mandat. Il est en train de finir le mandat de terminer le mandat l'autre. du prédécesseur. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est selon la Constitution. Voilà, c'est comme ça que ces gens-là l'expliquent. Par exemple, je te donne le cas du Togo. Le président, les Togolais disent que le président brigue un mandat, qu'il a brigué un mandat, un 3e mandat. Il explique que non, la Constitution sur laquelle nous allons pour ces élections, je n'ai pas été élu sous cette constitution. Vous voyez déjà, il a fait 2 mandats. Mais juridiquement, il n'est pas élu. Ces mandats ne sont pas sous la nouvelle constitution. Donc on reprend 3-0. Donc tous les moyens sont bons. C'est quoi je dis aux gens que les experts de ces employeurs, des chefs d'État africains, nous poussent les gens d'un côté. Et ils sont là à regarder uniquement ce côté, alors que le gros du problème se pose ailleurs. Jusqu'à ce que les gens ne se rendent compte, oh non, on est en train de nous dribbler, c'est déjà fait. C'est ce qui se passe en Afrique. Tu vas voir que après ces histoires de constitution de 2015 là, dans 5 ans ou 10 ans, on va nous orienter encore vers un autre côté, alors que le gros problème se trouve ailleurs. C'est ça qui se passe. C'est ça que les spécialistes africains ne voient pas. Il faut qu'on dise aux gens clairement dans toutes les conditions. Si vous commencez, vous prenez le pouvoir par coup de tas ou par quelques moyens, au milieu d'un mandat, c'est un mandat. Donc la problématique revient encore au président d'Assemblée, à un pays, à revoir leur constitution. Voilà. Il faut qu'on soit clair. À bien définir les rôles, les termes des constitutions. Et puis, cela va nous éviter des problèmes. Parce que présentement, pour continuer sur le même chapitre, il y a les Nations Unies qui étaient là avec l'opposition en train de s'asseoir sur la table de négociation avec l'aide des Nations Unies pour essayer de trouver un compromis entre le pouvoir central et l'opposition. Mais à travers l'assassinat de cet opposant, donc, l'opposition s'est retirée des négociations. Que doit-on attendre s'il n'y a pas de conversation, s'il n'y a pas de négociation entre le parti au pouvoir et l'opposition? Parce que toujours est-il que les manifestations continuent à Bujumbura, les pertes en vies humaines continuent. Pensez-vous que l'Union africaine doit intervenir? Parce que, encore une fois de plus, ce que je ne comprends pas, nous avons l'Union africaine qui peut intervenir, essayer d'être l'intermédiaire entre l'opposition et les partis au pouvoir afin de pouvoir trouver un compromis. Mais au lieu de cela, nous voyons, c'est les Nations Unies qui sont devenues maintenant les policiers de l'Afrique, qui sont là chaque fois qu'il y a des élections post-crise électorale quelque part. C'est les Nations Unies qui sont là, qui sont les intermédiaires. Est-ce que cela veut dire que l'Union africaine ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle? Est-ce que cela veut dire que l'Union africaine, c'est juste tout simplement un non, mais en fait, ils ne jouent pas leur rôle pleinement? Monsieur Moussa, vous me parlez de l'Union africaine. L'Union africaine est composée de quoi? Bon, supposons que l'Union africaine est composée des présidents des pays de l'Afrique. Les présidents des pays de l'Afrique. Oui. Et quand vous prenez l'Union africaine, l'ensemble de ces présidents se retrouvent dans la même situation, pratiquement dans la même situation que celui de Burundi. Qui d'entre eux va aller accuser le président de Burundi alors que ça se passe chez lui?
Non, la question n'est pas d'accuser. Non, ce n'est pas accusé. Oui, Dès que vous intervenez, vous allez intervenir pour arranger quelle situation? Alors que votre situation n'est pas meilleure à celle-là. Quel conseil vous allez donner à l'autre? Donc cela veut dire qu'ils vont s'asseoir pour regarder... Non, c'est pourquoi, pour question de crédibilité, pour question de confiance, l'ONU intervient en tant que membre neutre. Les membres de l'ONU peuvent donner exemple, peuvent agir par exemple et par bon exemple ce qui se passe par rapport dans leur pays, par rapport à l'Afrique. Tu comprends? Oui. Alors qu'un président congolais ne peut pas aller évoquer quelque raison que ce soit pour conseiller les frères burundais de ceci ou de cela. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est question de crédibilité. L'Union africaine n'a pas de crédibilité devant les pays africains. Mais dans ce cas, monsieur Yves, pourquoi l'Union africaine? Parce que l'Union africaine a été créée pour résoudre les problèmes de l'Afrique. L'Union africaine, elle est là impuissamment. Regardez, je peux vous donner un exemple. Il y a chaque fois, si je peux le dire, à chaque mois, on voit de ces crises en Afrique du Sud, des crises au Congo, des crises au Rwanda, au Burundi aujourd'hui, en Afrique centrale. L'Union africaine devait être censée être là. Si les Nations Unies doivent venir, ils doivent venir en appui de l'Union africaine. Puisqu'on parle de l'Afrique, et l'Union africaine est composée des présidents des pays d'Afrique. Quelle qu'en soit la situation, je pense que l'Union africaine devait être les premiers à intervenir. Et si besoin y est, demander de l'aide des Nations Unies. Mais ce que vous me dites présentement est que l'Union africaine n'a pas de crédibilité. C'est que je ne dirais pas que vous avez entièrement raison, je ne dirais pas que vous aviez tort, parce que leur manière de prendre les choses en main nous dit que quelque part il y a défaillance. Maintenant, pourquoi avoir cette Union africaine-là si elle ne peut pas jouer son rôle pleinement? C'est ça la question sur le problème du Burundi présentement. Ok, je vais vous poser une question. Je vais répondre votre question par une autre question. Quelle est la composition? Quels sont les membres de l'ONU? Ce sont les présidents? Ce n'est pas les présidents, non? Pas nécessairement. L'Union africaine, c'est quoi? Ce sont les présidents. À quoi ça la grande différence? Mais et pourquoi? Si c'était des personnes civiles, ces personnes civiles pouvaient agir en toute liberté. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire que vous êtes un chef d'État, vous posez certains actes. L'autre, il est chef d'État, il a le même titre que vous, qui vous donne l'autorité d'aller lui donner conseil, d'aller lui dire ce qu'il faut faire. Ça, il y a un problème, ça. C'est là que je dis, on parle de souveraineté d'État, que ingérence dans les affaires privées d'un État. Tous ces États sont souverains, tous ces présidents sont souverains. Aucun ne peut, si l'autre n'accepte, d'aller lui donner conseil. Et je n'ai pas fini. Tu sais, de par la composition de l'Union africaine, et ça, je demande dans la charte de revoir ça, qu'on trouve des personnes civiles de haute de crédibilité, je dirais, d'honnêteté. Qu'on cherche des gens prodigues, des gens intègres, pas révolutionnaires, mais intègres. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. Des gens intègres pour faire le travail, pour constituer cette organisation. Parce que si ce sont les chefs d'État qui doivent constituer cette organisation, ils ne peuvent pas être les arbitres et les juges, et les danseurs et les acteurs. Ils ne peuvent pas se juger eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'apprécier eux-mêmes. Alors que quand ils se retrouvent, c'est pour se juger, s'apprécier. Et généralement, c'est une comédie qui se passe. Vous comprenez? Okay. Et le cas de Burundi, je reviens encore. Vous avez demandé, et si l'opposition ne participe pas? Je vous dis, tel que je vois les choses, tel que l'allure où vont les choses, que l'opposition participe ou elle ne participe pas, le gars ira aux élections.
Et dans ce cas, il va aller à l'élection présidentielle contre lui-même parce que pour pouvoir valider une élection présidentielle... C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser, il ne laissera pas le vide constitutionnel. Ça, je vous le dis. Le vide constitutionnel, c'est ce que l'opposition est en train de chercher. C'est-à-dire quoi? Elle ne va pas participer, elle va jouer sur des mesures dilatoires. Jusqu'au jour où son mandat s'inspire. Et là, l'opposition dira qu'il est tombé dans le vide constitutionnel. Il n'est plus président, donc un organe de transition sera mis sur pied. Le gars ne va pas se laisser piéger. Qu'il participe aux négociations ou pas, le gars ira aux élections. Donc, la manière, ça s'est arrivé au Togo plusieurs fois. Ils ont joué à la chaise vide, le gars est parti du sol. Et il a été leur président. Mais est-ce qu'il pourra dire qu'il est élu président, Il démocratiquement? est élu président. Pour être un président démocratiquement élu, il faut qu'il y ait des élections contre quelqu'un à qui tu vas gagner et qu'on va considérer que tu as été élu démocratiquement. Mais si vous partez aux élections contre toi-même et que vous vous proclamez président de la République, quelque part, la démocratie ne demande pas à ce que nous ayons ou bien que quelqu'un aille à l'élection présidentielle contre lui-même et se proclame président. Monsieur Moussa, la démocratie voudrait qu'il y ait des élections libres. Transparentes. Transparentes. Que ce soit une personne ou deux personnes. C'est le suffrage qu'on compte. Faut-il encore avoir des élections contre un candidat? Je vous dis que la définition simple des élections démocratiques, c'est d'aller voter. C'est l'erreur que les oppositions en Afrique commettent. Quand vous laissez le seul candidat aller, on dira, si c'est deux personnes qui votent pour lui, il est président. On dira le taux d'abstention a été faible, mais il demeure toujours président. Il demeure toujours président. Et en vrai politicien, ces hommes-là sont intelligents. Il n'ira pas seul. Il trouvera des boucs émissaires, il trouvera des farfelus pour l'accompagner. Ok, merci, merci. On a largement débattu du problème de la Burundi. Donc je demande à l'opposition burundaise de revenir au bon sens et de continuer les négociations. Comme ça, elle verra ce qui se passe dans la marmite. Ok, bon, je pense que nous en avons largement débattu et nous souhaiterons tout simplement que l'accalmie revienne au Burundi. Parce que, encore une fois de plus, nous n'avons pas besoin des élections émaillées de sang, des élections émaillées de cadavres, des élections là où il y a des problèmes, là où ta popularité ou bien être élu comme président est indexé dans l'avenir pour dire que lors de tes élections, il y a eu tel ou tel mort. Donc nous allons partir, nous allons nous intéresser au Nigeria, nous allons parler de passation des services aujourd'hui du président Goodluck Jonathan au nouveau président démocratiquement élu Bauru au Nigeria. Son discours a été un discours dominé par la lutte contre Boko Haram. Je pense que c'est un président qui a fait ses preuves dans le passé et qui avait lutté dans le passé contre la corruption et qui est militaire de formation et qui se retrouve encore une deuxième fois, qui a eu cette chance de revenir encore à la tête du Nigeria. Qu'en pensez-vous de ce qu'il pourra faire pour la lutte contre le terrorisme et beaucoup plus précisément la lutte contre Boko Haram au Nigeria? Encore Moussa, merci, et je vous dis que quand bien même on a toujours de mauvaises nouvelles à apporter ici sur Tempo Afrique, parce que vous savez, le but même de notre existence ici au niveau de Tempo Afrique TV, c'est d'éveiller la conscience du continent africain. Vous voyez, et j'ai été un peu fier de mon état d'Africain. J'ai été un peu fier de mon état d'Africain de voir un grand pays multicolore où il y a toutes les diversités religieuses de cette planète aller aux élections sans incident majeur. Et pour l'une des rares fois, le président sortant, en Afrique on organise le président qui sort. Le président sortant ne peut pas organiser les élections et les perdre. En Afrique.
mais par, je ne sais pas si c'est déjà la maturité du continent africain en matière de démocratisation des institutions politiques. Un président sortant les a organisés et les a perdus. Ce n'est pas qu'il n'est pas candidat à sa propre succession. Il est candidat à sa propre succession et il les a perdus. Non seulement il les a perdus et il les a reconnus d'une manière fair play, mais il a félicité son adversaire gagnant. Ça, c'est rare. Quelque chose que nous voulons voir beaucoup plus en Afrique. En Afrique, c'est ce que je dis que ça a fait ma fierté. Aujourd'hui, sur les nets, quand j'ai vu qu'il faisait passation de service avec Boiry, j'ai dit waouh, avec quel sourire, un sourire fraternel, un sourire d'un fils authentique africain. Et ça, je te dis qu'à un moment donné, j'ai été emporté dans une émotion totale. Et j'ai dit waouh, pour une des rares fois en Afrique, au moins cette image peut faire la fierté de l'Afrique à travers le monde. Donc c'est pour te dire que d'un premier pas, je salue cet effort des hommes politiques, des dirigeants politiques du Nigeria, de cette grande puissance de l'Afrique occidentale. Et si on pouvait multiplier cet exemple par N à travers l'Afrique, ceux qui ont tendance à nous dire que nous ne sommes pas mûrs pour la démocratie, que la démocratie est un luxe pour nous autres, diront waouh. Ils ont tort. Ils auront à réfléchir encore une fois. Donc c'est pour te dire que j'enlève ce chapeau pour le peuple nigérien. Pour revenir sur le rôle que Boiry pourra faire pour lutter contre Boko Haram, contre le terrorisme. Je vous dis que Boko Haram ne fait pas le énième de l'armée du Nigeria. C'est par manque de volonté politique d'agir que cette histoire a persisté, est devenue... C'est comme un cancer qui a commencé par un ganglion. Et on l'a laissé, il a commencé par ronger, est devenu un truc comme ça. Mais avec la volonté de cet homme de métier, je te dis que les choses vont changer. Pas plus que 2 semaines, son armée a récupéré des enfants et des femmes des mains de cette organisation. Ce qui n'a jamais été fait avec l'ancien régime. Donc déjà, sur ce point, on peut dire qu'on peut attendre d'un début de solution de ce nouveau président sur le plan de Boko Haram. Et je vous dis que au bout de 2 ans, il y aura une grande différence. 1. Sur le plan de corruption, J'en arrivais là, mais on peut y continuer. Le Nigeria est reconnu mondialement sur le plan de corruption. Mais il s'est fait que durant son premier règne, cet homme militaire, pas de carrière économique, et cet homme militaire a pu faire ce que des hommes économiques, des experts économiques n'ont pas pu faire au Nigeria. Et réduire la corruption au maximum. Et c'est ça même qui a fait que les Nigériens lui ont encore donné une seconde chance pour voir s'il peut dupliquer ce qu'il a fait. Mais les données ont beaucoup changé, ça je le dis, aussi bien pour Boko Haram que pour la corruption, parce que avec Boko Haram, pour revenir un tout petit peu sur l'histoire, sachez que le général Boiry était celui-là qui avait dirigé l'armée nigérienne durant la guerre de Biafra. Oui. Donc, il connaît déjà les tactiques. Mais, encore une fois, je dis que les données sont différentes parce qu'aujourd'hui, on a les médias sociaux. Comment on les appelle ça, médias sociaux? Les social médias. Les social médias. Voilà. On les a. Et les communications sont un peu beaucoup plus différentes. On a l'Internet aujourd'hui. Donc, même au niveau de la corruption, au niveau des fraudes, avec ces histoires de technologie, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais aussi qu'il est averti. Il est averti sur ce point. Il sait que les données ont changé et il jouera avec les outils actuels de technologie que nous avons pour traquer cette corruption-là. Et je vous dis qu'au bout de 2 ans, on verra une grande différence.
Et ça sera encore une fois la fierté de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique doit partir sur un modèle. Vous savez, si dans notre vie, nous n'avons pas quelqu'un qu'on prend comme modèle, sur lequel on base nos actions, ou tout ce qu'on fait pour améliorer, on ne peut pas arriver. Tout un chacun de nous a un modèle et qu'il suit. Donc l'Afrique doit avoir à un moment donné un modèle, un pays modèle, à partir duquel il va s'orienter. Les autres pays vont s'orienter. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. Et un jour, on l'aura. Merci beaucoup, M. Yves. Nous souhaitons une très bonne chance au Nigeria. Le Nigeria qui a montré un très bel exemple. Et notre souhait le plus ardent ici à Tempo Afrique TV serait que les autres pays qui se préparent pour les élections à venir emboîtent au Nigeria, parce qu'un grand pays comme le Nigeria, qui a pu organiser des élections libres et transparentes, comme vous l'avez si bien dit, et que le perdant étant l'homme au pouvoir qui a organisé les élections, qui a organisé les élections présidentielles, reconnaît sa défaite et aller beaucoup plus loin de là, appeler le gagnant pour lui féliciter. Et aujourd'hui, nous pourrons dire que toute l'Afrique est fière. C'est une fierté pour l'Afrique de voir aujourd'hui, c'est vendredi 29 mai, cette passation qui s'est passée sur la plus grande place. Et il y avait des invités de marque. Et que nous espérons vraiment que le Nigeria, à partir de maintenant, décolle d'une autre manière. La lutte contre Boko Haram, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption, nous le souhaitons ardemment. Maintenant, nous irons au Mali, toujours en Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir, après la signature des accords finaux d'Alger qui s'est passé le 15 mai au Mali, la situation continue de s'enlacer, si je peux retrouver mes mots, sans salir. Voilà. Donc, des groupements, des mouvements armés, la coordination des mouvements de l'Azawad ou des mouvements armés continuent leur harcèlement avec le gouvernement du Mali. Ils continuent d'attaquer des villages. Ce que nous assistons dans ces temps-ci, c'est la tactique de la terre brûlée, si on peut le dire. On vient attaquer un village, on brûle les céréales, on emporte des gens. Est-ce que nous pourrions dire que la signature finale de ces accords a arrangé la situation actuelle au Mali? Parce que la situation actuelle au Mali, si on s'en tient à ce qui se passe sur le terrain, ne fait que s'envenimer. Et l'armée malienne, le gouvernement malien, elles sont là, ils sont impuissants du fait que les engagements qu'ils auront pris vis-à-vis de l'Union africaine, vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des Nations unies, est-ce que l'armée malienne, pour combien de temps le Mali pourra tout simplement, les militaires seront toujours cantonnés et s'asseoir et regarder impuissamment ces pauvres populations qui sont au nord du Mali être des victimes chaque jour? Des céréales sont brûlées, chaque jour des animaux sont enlevés, chaque jour c'est des gens qui sont enlevés. À quand la fin? Est-ce que nous pourrions dire que la signature finale de ces accords d'Alger a arrangé la situation? Monsieur Moussa, vous savez, je vais vous dire que dans la vie, non seulement dans la vie, ma grand-maman avait l'habitude de nous dire que quand un tambour résonne fort, ce qu'il est à bout de l'éclatement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. J'ai très bien compris. Ce même adage, nous l'utilisons chez nous, voilà, au Mali. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, à l'heure actuelle, peut-être que ce mouvement de la coordination des cette coordination des mouvements armés est au bout de ses souffles, est en train de jeter ses dernières armes dans la bataille pour voir comment l'adversaire va réagir. Et si l'adversaire se décourage et give up et démissionne, on a gagné. Il va dire, oh, on a gagné. C'est-à-dire que c'est le moment précis pour que le Mali, le gouvernement malien, ne se laisse pas faire. Ne se laisse pas
décourager, ne se laisse pas faire. C'est le moment. Parce que je vous dis que je ne suis pas étonné de cette situation. Je ne suis pas étonné. Mais moi, j'attendais la réaction du régime du gouvernement malien. Pas militairement, surtout, pour le moment. Mais de réitérer devant ceux-là à qui il a promis, a pris des engagements, que je respecterai ceci, je respecterai cela, d'être témoin oculaire et auditif de ce qui se passe sur le terrain. Mais pour la petite rappel, c'est pas que ces gens à qui nous avons pris, le gouvernement malien a pris des engagements, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je pense qu'ils ne sont pas au courant. Ils sont bel et bien au courant pour la petite histoire lors de la signature finale de ces accords d'Alger au Mali. Il y a le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui était là, un Français du nom de Lapsou, qui aurait dit devant tous ces invités de marque comme quoi que la signature finale de ces accords d'Alger ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas signé les accords doivent être attaqués par le gouvernement malien. À la réponse à cette question, il y a le président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a répliqué à là-dessous en lui disant d'avoir un peu de respect pour le Mali et pour les Maliens. Parce qu'il a fait comprendre à là-dessous que jamais le Mali n'a failli à ses engagements. Tous les engagements pris par les Maliens, par l'État malien, ont été respectés. Et il s'est rassuré de lui faire comprendre que jusqu'à de nos jours, l'armée malienne, elle est cantonnée à Kidal. Donc, le fait de dire cela, il a fait comprendre à là-dessous que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Mais après la signature de ces accords, c'est même là-dessous a fait une conférence de presse, comme quoi vouloir faire comprendre au monde entier que le Mali n'était pas reconnaissant de ce que l'Union et les Nations Unies ont fait pour le Mali. Mais pourtant, il y a eu toujours des violations flagrantes de cessez-le-feu qui a été signé. Mais l'Union des Nations Unies, elle est là, les cas ciblés, elles sont là, elles n'agissent pas. Ce sont les populations, ce sont les pauvres, nos mères, nos pères qui souffrent de toutes ces attaques sporadiques qui se passent au nord du Mali. Et maintenant, ce n'est pas par tous les mouvements, le groupement des mouvements armés, c'est cet groupement, la coordination des mouvements de l'Azawad ou bien de l'armée, qui sont les seuls, maintenant refusant de signer l'accord final et qui continuent de persécuter, si je peux le dire, les gens au nord. À quand est-ce nous pourrions dire que la paix reviendra au Mali, au nord du Mali? Quand la fin? Ma question est que, après cette signature finale, de ce moment à nos jours, nous dirions que les attaques continuent et ça se multiplie. Et l'armée malienne, elle est là, impuissante. Elle ne peut pas intervenir parce qu'elle aurait signé des accords. Mais M. Moussa, nous n'allons pas tergiverser trop sur ce problème. Je vais vous dire une chose très claire. Si le représentant des Nations Unies des casques bleus se permet de dire que ce n'est pas parce que la signature de ces accords ne voudrait pas dire que ceux qui n'ont pas signé seront attaqués, peuvent être attaqués par ceux qui ont signé, par le gouvernement malien. Par le gouvernement malien. Est-ce que la signature de ces accords ont dit, les accords ont dit que ceux qui n'ont pas signé ces accords ont le droit d'attaquer le gouvernement malien? Pas du tout. Alors, pourquoi la phrase n'a pas été vice-versa? Point d'interrogation. Mais... c'est là que je vous dis encore une fois, chers journalistes. Vous savez, et je voudrais que nos auditeurs de Tempo, nos téléspectateurs de Tempo Afrique TV soient avertis. C'est sur cette chaîne que vous allez voir, vous allez découvrir, vous allez entendre ces vérités. Nos pays africains ne sont pas indépendants. C'est tout. Le problème malien, le problème du continent africain, où il y a toujours des groupuscules qui tiennent tête
à des armées républicaines. Où est-ce que vous allez trouver ça au monde? Si ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas seulement au Mali. Le Boko Haram au Nigeria. Il y a beaucoup, partout. Ce sont des groupuscules de mouvements qui tiennent tête à des armées républicaines, des généraux, des soldats formés, des gens qui ont fait des écoles de guerre. On vous dira que ce sont des gens, des civils qui n'ont même pas de tri, qui n'ont même pas de boots, qui n'ont pas de rangers. Et c'est ceux-là qui tiennent toujours tête à des armées républicaines. C'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que nos pays ne sont pas indépendants. Il y a toujours des forces plus fortes que ces armées républicaines qui disent « Ah non, vous ne devez pas faire ceci ». Si les présidents veulent agir, ils ont peur. Parce que s'ils veulent pousser trop loin, le lendemain, ils ne sont plus présidents. Merci, M. Yves. Voilà. Pour la petite histoire, l'accrochage le plus violent de ces derniers jours s'est déroulé dans la localité de Tessit, Voilà. là où la coordination des mouvements armés avait pris le contrôle de la ville et, pendant quelques moments. Et l'armée malienne elle est revenue encore pour reprendre le contrôle de cette ville. Donc nous souhaiterons tout simplement que nos frères égarés de la coordination des mouvements armés, qu'ils comprennent que ce n'est pas en se battant qu'on pourra résoudre ce problème. Si on pouvait le faire, ce serait fait il y a très longtemps de cela. Monsieur Moussa, je ne suis pas d'accord que vous disiez que vos frères égarés. Vos frères ne sont pas égarés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je voudrais que nous supplions ceux qui montent et soutiennent nos frères africains de cesser de détruire, de déstabiliser l'Afrique. C'est ce que nous allons dire. Ce ne sont pas nos frères. Je vous dis que socialement et traditionnellement, l'Africain ne se révolte pas contre l'hierarchie. Je vous le dis encore. Tous ceux qui ont fait la sociologie africaine vous le diront. Socialement et historiquement, le peuple africain ne se révolte pas contre son chef hiérarchique. Mais bizarrement, ça se passe aujourd'hui. Et vous n'allez pas me dire que ce sont les Africains qui le font. Okay. Voilà, c'est pourquoi je dis, nous supplions. S'il y a d'autres termes, d'autres mots que nous pouvons utiliser pour faire comprendre notre message, pour véhiculer notre message, nous supplions humblement. Nous ne sommes rien devant toutes ces forces, mais nous supplions humblement ces gens-là de libérer, de cesser de déstabiliser l'Afrique. Voilà. Merci, M. Yves. Maintenant, nous allons passer dans les divers. Nous avons toujours parlé sur ce plateau de l'immigration qui se passe dans la Méditerranée, mais nous avons, la semaine dernière, il y a eu des découvertes de charniers entre la Malaisie et la Thaïlande. Ce sont des passeurs qui... On pensait toujours que c'était la Méditerranée, parce que la Méditerranée, nous entendons beaucoup, et la plupart, ce sont les Africains qui y meurent. On ne porte pas beaucoup d'assistance. Mais maintenant, du côté de la Malaisie et de la Thaïlande, il se trouve que cette immigration-là aussi fait ravage, parce que la semaine dernière, on aurait trouvé 2 ou 3 charniers d'immigrants qu'on a voulu faire passer, mais malheureusement, comme on n'a pas pu les faire passer, donc ces gens-là auront péri dans des conditions vraiment cyniques, désastreuses. Que pourrait-on dire encore une fois de plus de l'immigration, et surtout de l'immigration clandestine, et surtout de ces passeurs qui prennent de l'argent à ces pauvres, soi-disant les faire passer pour aller dans un monde meilleur. Et ils ne sont pas avec ce monde meilleur qu'on les aura promis. Ils ne sont pas avec leur argent et ils ne sont pas avec leur famille. Que pourrait-on dire? Comment pourrait-on arrêter l'hémorragie de cette immigration clandestine? Parce que ce n'est plus la Méditerranée, c'est un peu partout dans ce monde. Mais c'est très simple. Vous savez, les passeurs, ils ne font que faire le commerce. Ils vendent un produit. Si les gens économisent, les gens travaillent dur pour aller acheter leurs produits, ils vont prendre l'argent. Quand je te vends le produit, que si tu l'as, dès que tu l'as, je ne suis plus responsable. Tu m'as dit que je te vends le produit, je t'amène de l'autre côté dans ma pirogue. Si nous tombons
si moi je sors, que toi tu restes, ce n'est pas ma faute si on est tombé. Mais moi, par la grâce de Dieu, je dirais que je suis sorti vivant. Vous voyez? Donc, ce problème d'immigration clandestine est un problème très sérieux. C'est un fléau qui devient une insécurité pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est une insécurité. Vous comprenez? Maintenant, les gens de bonne foi sont en train d'utiliser cette voie illégale. Les gens de mauvaise foi, un jour, utiliseront aussi cette voie illégale. Et en fin de compte, on ne saura pas qui est en train de chercher son véritable pain et celui-là qui a d'autres intentions derrière sa tête. Ça, c'est ce que j'appelle l'insécurité. Mais, comme on l'a beaucoup dit, on ne peut pas quand même condamner ces gens-là qui prennent le risque. Je le dis toujours, ils ont le dos contre le mur. Il n'y a nulle part qu'ils peuvent aller. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont perdu espoir. Il n'y a rien à faire. Ils ont utilisé tous les recours. Tous les recours pour réussir leur vie. Pour atteindre leurs rêves. Ils ont des ambitions. Ce sont des fois des pères de famille. Ce sont des jeunes qui voudraient avoir des femmes, des enfants, qui voudraient avoir des avenirs. Mais il se fait qu'il se trouve qu'ils voient le milieu dans lequel ils vivent, qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à faire. Donc ils se disent, bon, si je tente ma chance et que je survivais, tant mieux. Mais encore une fois, c'est que je dois dire aux gens de réfléchir encore une fois. Si vous pouvez dépenser 7 à 8 000 euros pour payer à quelqu'un, si c'est en francs CFA, 8 000 euros, ça fait banalement quelque chose de 4 à 5 millions de francs CFA. Est-ce que ces 5 millions ne pouvez pas démarrer quelque chose avec ça? Avec ça, c'est ce que je dis. Si les gens peuvent économiser cette somme-là, pourquoi ils prennent le risque? D'autres utilisent cette somme-là, ils meurent. Ils ne récupèrent pas. D'autres n'atteignent même pas. Effectivement, voilà pourquoi nous en Donc, j'encourage les gens. Et si des gens peuvent avoir cette somme colossale, pourquoi ne pas démarrer leur propre affaire, leur propre entreprise? Vous savez, les gens pensent que la richesse commence par des centaines de millions. Non! Bon, je te donne un exemple très simple. J'ai fait la maîtrise avec un collègue. Lui, il a fait la maîtrise en sociologie. Et quand on est sorti de l'université, en fin de cycle, il a vu en notre temps, on prenait les bourses. Donc, en fin de cycle, à la fin, à 3 mois déjà, nous, on ramassait tout l'argent de toute l'année. Puisqu'à pratique, on a 3 mois de cours pour préparer nos mémoires. Ce type, avec sa maîtrise en sociologie, quand il a ramassé sa bourse de fin d'année, il s'est posé la question, maintenant, j'ai fait la sociologie, le chômage va commencer, qu'est-ce que je peux faire? Avec cette somme-là, il s'est acheté une moto. Le reste, il a acheté une petite... Il s'est fait faire une petite cage. En Afrique, ceux qui ont l'habitude, ceux qui connaissent les marchés de bord de route là. Une petite cage. Un homme qui est sorti de l'université, maîtrise en sociologie. Dans cette petite cage-là, ça je vous dis que ce n'est pas une histoire que j'ai apprise dans un livre. Je l'ai vécu tous les jours. Tu es témoin oculaire de ce qui se passe. Jusqu'à ce jour, quand je rentre, je retrouve ce monsieur. Il a une petite cage dans laquelle il a mis des cigarettes, des produits de moustiques, des fils de couturière, qu'on sort là, des boutons, tout ça là, des aiguilles. Et il a déposé sur une petite table. Une petite table sale, sous un arbre. Et lui-même, comme ça faisait honte, il était à distance en jouant au ludo. Et quand il voit quelqu'un s'approcher de la cage, il se lève, il va. Mais nous autres, on a constaté que c'est un étudiant. Mais quand on a vu que ça lui faisait un peu honte, nous étions 2 autres étudiants. Un en lettres modernes et moi j'ai fait le droit. On allait rester avec lui autour de cette
petite cage. Donc ça a remonté son moral. Et au bout d'1 mois, il a augmenté la cage. 6 mois, il a élargi la table. 8 mois, il a cherché une personne pour s'occuper de cette cage. Et lui-même, il conduisait sa moto pour faire taxi moto. À l'heure où je vous parle, son enfant qu'il a nourri avec cette cage est en 5e année de médecine. Il ne travaille pas pour l'État. Il ne vit que de ça. Il a construit une belle maison avec ça. Donc c'est pour me dire que ce n'est pas des millions. Et au même moment, des gens sont sortis avec nous, ils ont créé qu'ils vont aller en Europe, ils vont faire quoi? Ils ont pris l'argent, qu'ils ont des tuyaux. Ils ont dépensé cet argent-là. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus misérables que tout. Donc c'est pour vous dire que si les gens peuvent avoir cette somme colossale, il faut qu'ils pensent à faire quelque chose. Ce n'est pas nécessairement à l'étranger qu'on réussit. Je vous remercie. Ok, merci. Merci beaucoup pour la petite histoire. Et je pense que vous avez parfaitement raison. Ça ne sert à rien de dépenser 8 000 € pour aller en France ou bien pour venir aux États-Unis. Et ne sachant même pas qu'une fois arrivé ici encore, vous êtes confronté à des problèmes d'immigration, vous êtes confronté à des problèmes de régularité, il faut être de légalité. Et pour pouvoir commencer à travailler, je dirais tout simplement que l'immigration continue de faire parler d'elle-même. Et nous espérons qu'avec Tempo Afrique TV, nous allons toujours continuer de d'éduquer nos téléspectateurs et afin de leur faire comprendre que le bonheur n'est pas nécessairement en Europe, le bonheur n'est pas nécessairement aux États-Unis. On peut gagner sa vie là où on est et avec ce qu'on a, pourvu qu'on ne soit pas tout simplement là, assis et ne rien faire. Voilà. Merci beaucoup. Et nous continuons avec les fêtes d'hiver. Sur le plan culturel et artistique, nous avons appris, avec tristesse, il y a un célèbre de renommée internationale au Sénégal du nom de Thione Seck, qui est connu de tous, qui a été placé mandat sur dépôt au parquet du Sénégal pour un blanchissement d'argent. On aurait trouvé sur lui plus de 32 milliards de francs CFA en faux argent. En un mot, bien vrai qu'il est connu sur le plan international, c'est un chanteur, c'est quelqu'un que beaucoup de gens apprécient, mais ça ternit l'image d'une manière de la culture, sinon de la musique ouest-africaine, qu'on connaît ces grands hommes du nom de Thione Seck que tout le monde a connu, quelqu'un de très généreux, chez qui on aurait trouvé plus de 32 milliards de francs CFA et avec des machines pour faire des faux billets en dollars et en euros. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que ça fait honneur à la culture et à la musique ouest-africaine ou à la musique africaine? D'abord, ça ne fait ni honneur ni plaisir. Parce que il ne sert à rien de bien commencer. Il faut toujours bien finir. Si vous commencez bien et que vous finissez mal, tout ce que vous avez fait au début est nul et non avenu. Aujourd'hui, tout ce qu'il a fait ne représente rien avec ce geste-là. Les gens diront que même toute sa richesse, ce sont des faux billets. C'est ce que les gens diront. Alors que peut-être qu'il l'a gagné à la sueur de son front. Vous voyez. Donc, c'est là, encore une fois, l'occasion de rappeler aux hommes publics, que ce soit des hommes politiciens, que ce soit des artistes, que ce soit des artistes, des footballeurs, des chanteurs, des hommes politiques, d'avoir à l'image l'intégrité de leur personnalité. C'est très important, l'intégrité de leur personnalité. Vous pouvez être rien, mais si vous êtes intègre, si vous êtes véridique, honnête, les gens vous respecteront. Vous pouvez être un grand. Le jour que les gens vont savoir que vous n'êtes pas honnête,
que vous n'êtes pas intègre, ils vous qualifieront de falfereux, de farfelu. Donc je demande, quiconque sur la scène politique, y compris moi, y compris vous, les gens nous voient aujourd'hui, nous devons donner de bons exemples. Nous devons être des modèles à ceux qui nous voient, qui nous suivent. Ceux qui nous voient, nous devons être des modèles. Vous voyez? Donc, celui-là aujourd'hui n'est plus un modèle pour la génération africaine. Pour la génération africaine, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour ceux qui connaissent Thione Seck, pour ceux qui ont écouté sa musique, et entendre que Thione Seck serait dans un problème de détournement ou bien dans un problème de blanchissement d'argent, ou jusqu'à ce qu'on aille chez lui et trouver des machines pour fabriquer de l'argent. Et pour sa défense, tout ce qu'il a pu dire, c'était qu'il aurait organisé des tournées, il devait faire 100 tournées en 6 mois et que la moitié de la somme lui aurait été versée. Mais même si cela était le cas, généralement, il doit y avoir des contrats de travail. Il n'y a pas eu de contrat de travail qu'il a pu fournir. Même si on laissait le problème du contrat de travail à côté, qui aurait donné 32 milliards de francs CFA en cash? On dirait que ça devait y passer par les banques. Mais pour conclure ça, tout simplement, nous dirons que c'est malheureux. Ça fait honte à l'artiste que nous avons connu. Ça ne fait pas honneur aux artistes en Afrique, et singulièrement en Afrique de l'Ouest. Et nous allons revenir dans nos éditions prochaines sur le déroulement de la situation. Pour le moment, Thione Seck, il est au commissariat central, et la semaine prochaine, avec l'évolution de la situation, il est tout à fait possible qu'on l'envoie au parquet pour qu'en fin de compte, on puisse porter plainte d'une manière officielle contre lui, et il doit y faire face à la justice sénégalaise. Merci. Pour finir notre édition d'aujourd'hui, nous allons parler de la réélection de Joseph Blatter, le président de la FIFA, qui, à 79 ans, va briguer un 5e mandat. Est-ce qu'une chance pour le football mondial? Est-ce qu'une chance pour le football africain? Pour ceux qui le connaissent, il a eu pas mal de problèmes avec la CAF, la Confédération africaine de football. Qu'en pensez-vous? Monsieur Moussa, vous savez, j'ai toujours... Vous savez, cette réélection vraiment m'a encore une fois montré que les organisations de ce genre, ce sont des organisations non démocratiques. Qu'est-ce qui vous pousse à le dire? Ce sont des organisations non démocratiques. Excusez-moi si je le dis ainsi. Un seul homme, depuis que le Brésilien a quitté la FIFA, je ne sais pas si... Quelle année? Bon, il est là, ça fait combien d'années? 5e mandat. 5e mandat, et pour la petite histoire, il aurait dit que cette fois-ci, quand il va laisser la Confédération, la FIFA, il va le laisser en de bonnes mains, mais il a besoin des gens avec qui il travaille. Il a besoin de l'apport de tout un chacun afin de pouvoir, et espérons tout simplement qu'il pourra envoyer quelque chose de mieux de ce qu'il nous a montré avant. Encore une fois, M. Moussa, ça fait la... C'est que c'est une honte intellectuelle et footballistique. C'est une honte, cette réélection est une honte footballistique et intellectuelle. Je m'explique. Vous vous imaginez que la CAF, dont le président est là depuis des centaines d'années, c'est ça, il y a tout. C'est celui-là c'est la CAF qui est solidement derrière. Celui-là aussi qui s'éternise au pouvoir au niveau de la FIFA. Comme quoi, oh, nous sommes là pour l'éternité, pourquoi on va demander à l'autre de partir? Vous voyez? C'est-à-dire que, imagine, est-ce qu'ils sont les plus intelligents? Est-ce qu'ils sont les seuls à diriger ces organisations? S'ils ne sont pas là, est-ce que c'est la fin de la FIFA? C'est la fin de la CAF? Pas du tout. Mais... Pas du tout.
Alors, ce président qui a été réélu, n'oubliez pas que son 4e mandat, il avait dit que c'est le dernier mandat, que lui ne se présentera plus. Bon, espérons tout simplement. Il avait dit, c'est là que je vous dis que les gens, sans te mentir, hein, il va falloir un jour qu'il y ait d'autres organisations parallèles à ces organisations pour qu'il y ait une concurrence, une compétition. Comme ça, les gens vont s'éveiller. Ces dirigeants de la FIFA ou bien de la CAF vont s'éveiller. Okay. Sinon, ils se disent que c'est à nous. Puisqu'ils ont tellement... Ce sont des organisations un peu très puissantes. Quand vous autres, vous voulez les dénoncer, on vous casse les pieds pour toujours. Le cas de l'Ivoirien, là, quand il se présentait contre Ayatou, c'est le cas du Togolais, d'un président de la fédération togolaise, qu'on a cassé de toutes pièces parce qu'il soutenait la candidature de l'Ivoirien contre Ayatou. Okay. Vous voyez? Merci. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il faut quand même du sang nouveau dans ces organisations. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci. C'était rétrospective de la semaine. Je suis Moussa Diawara, votre présentateur. Dans mon studio, j'avais mon ami de tout le temps, mon invité de marque, M. Yves Kenao. Merci. Et à la partie technique, c'était Malik Sall. Et vous pouvez tous nous suivre sur le Jenico TV, les Africa AS TV, les Google TV, les Roku TV. Or, vous pouvez tout simplement aller sur Tempo Afrique TV. Et nous allons vous quitter. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous serons ici sur ce même plateau et parler des nouvelles, des événements qui se passeront la semaine, Inch'Allah. Et passez une très bonne soirée. Merci.